Tewet est né il y a 66 ans, au pied de ces montagnes de Bornéo, où vit sa tribu, les Dayak Bassap. On appelle ça les monts Marang. Nous avons pu y grimper jusqu'au sommet, jusque là-haut. J'ai été partout. On y a cherché des grottes, mais on l'a fait petit à petit, par petits bouts. J'ai été partout, vous savez, et j'ai tout exploré. Ces montagnes, que l'on devine percées de milliers de cavernes, sont un pays de rêve pour un spéléologue comme moi. Depuis 1992, j'explore Bornéo à la recherche de sa préhistoire cachée dans les grottes. Avec une équipe d'archéologues, nous avons mis au jour des peintures extraordinaires, vieilles de 10 000 ans. Tout ceci aurait été impossible sans l'aide des meilleurs connaisseurs de ces montagnes. Et en premier lieu, Tewet, qui est devenu mon ami. Là, c'est le plus grand explorateur des montagnes, c'est pas Tewet. Diatas Gunung. Ah, Naik Kesana. Ok, ok. Ça fait jamais que 40 ans qu'il baroule dans ces montagnes, lui, pas Tewet. Quelque part, là, dans une grotte, il y a Tewet, 1966. Surnommé dans son village le Dayak aux 1000 grottes, Tewet a une bonne raison pour explorer la moindre cavité perdue dans ces falaises impossibles. Les nids d'hirondelles ou de salanganes. Ces oiseaux construisent leur nid en 40 jours, avec leur salive riche en protéines. Hélas, pour ces hirondelles, leur nid est comestible. Autrefois réservé aux empereurs, les nids se négocient désormais à plus de 4 000 € le kilo à de riches Chinois. Ils en font des soupes censées apporter force et vitalité. En route vers l'Indonésie, un voyage de 13 000 km. Pour la 16e fois, je me rends à Kalimantan, comme on appelle la partie indonésienne de Bornéo. Je vais retrouver Tewet chez lui, près de l'embouchure du fleuve Bengalon. Mais cette fois, ce n'est pas pour chercher de nouvelles grottes archéologiques. Au fil de nos expéditions, et malgré sa discrétion coutumière, marque des grands hommes en Indonésie, Tewet s'est révélé comme le meilleur chasseur de nids d'hirondelles. J'ai appris que la production est en baisse. Tout change si vite à Bornéo. À 66 ans, il continue à partir en forêt. Mais pour combien de temps? Je veux recueillir son témoignage sur ce drôle de métier. On se retrouve après 7 ans, date de mon dernier voyage. Et c'est comme si on s'était quitté la veille. La maison de Tewet est construite à la façon des Dayak. Ici, rien n'a changé. Voilà du bon poisson. Je suis né en 1947. Où est-ce que tu es né? Là, en amont. La première fois, on a dormi là-bas. Oui, exactement là. Il y avait une maison abandonnée. Une maison vide, la première fois. Il y avait plein de moustiques. Le jour de notre première rencontre. C'est la maison dans laquelle je suis né. Je retrouve aussi Ibu Halima, sa femme, et ses 2 petits-enfants. Loin de l'agitation des mégalopoles indonésiennes, ce petit village Dayak semble un havre de paix. La communauté compte à peine 1 millier de membres. Je suis allé dans la forêt, dès l'âge de 11 ans, pour entrer dans les grottes les plus proches d'ici. Je pouvais grimper s'il y avait des grottes de quelques mètres de long. Eh bien, mes parents me donnaient l'autorisation d'y rentrer.
Dès mon arrivée, on me confirme que la production des nids dans les grottes qui assurait la prospérité du village est au plus mal. La communauté se retrouve à un tournant crucial. Qu'est-il arrivé aux hirondelles? Quelles sont les raisons de cette disparition? Et surtout, comment ces hommes libres parviendront-ils à ne pas aliéner leur liberté en travaillant dans les plantations de palmiers à huile, toujours plus nombreuses? Je veux comprendre. Comme tout véritable Dayak, Tewet a la bougeotte. Il ne m'a pas fallu longtemps pour le convaincre de mener cette véritable expédition de 2 semaines en autonomie. C'est le rôle des vieux sages de prévoir le destin de leur communauté. Nous embarquons pour sa dernière tournée aux confins de son territoire. Plusieurs pirogues sont nécessaires pour tout emporter. Vivres, essence, matériel de camp. Ne rien oublier ou apprendre à s'en passer. Je suis impatient de quitter ces zones habitées, de retrouver la grande forêt, m'immerger dans la nature. Et c'est le départ. Enfin. Ce fleuve, Tewet le connaît comme sa poche. Le moindre affluent, chaque obstacle. Si tout se passe bien, l'équipe devrait arriver au cœur de la forêt et des montagnes en 4 jours de pirogue. 80 km à vol d'oiseau, mais 3 fois plus en raison des méandres. Tewet a composé son équipe avec prudence. À la barre, son neveu, Ohung, un piroguier virtuose. Et à l'avant, son ami Am, chasseur de nids d'hirondelles comme lui. Un peu son fils spirituel. Voici les contreforts des monts Marang. Désormais, les petits rapides et les arbres morts vont se multiplier. Mais Tewet dirige la pirogue en véritable chef d'orchestre. Une falaise, des bananiers, une cabane de gardien. Cela sent la grotte à nid d'hirondelles. Ohung se dirige tout droit vers une grotte cachée dans la végétation. J'espère qu'on va pouvoir en récolter. Moi aussi. Il y en a. Il y a des nids. Je gratte et tu ramasses en bas. Ah, il est presque tombé. Attrape-le. Il y a 3 variétés de salanganes qui produisent des nids comestibles. Ceux-là sont de la moins bonne qualité, car utilisant en partie des végétaux.
Ça provient de mousse, des racines et des mousses de rocher. Ça vient de la salive. C'est ce côté qui est collé au rocher. Si on le vend, ça ne rapporte même pas $1. Juste de quoi s'acheter un paquet de cigarettes. Normalement, on préfère le manger plutôt que le vendre. Oui, c'est bon pour l'énergie, pour la vitalité. Après une journée de pirogue sous un soleil de braise, il est temps de s'arrêter. Ici, on est presque sous l'équateur. La nuit tombe d'un seul coup, à 18 h. Endroit parfait pour faire le camp. Tewet sait que les meilleurs camps sont à proximité de la rivière, un peu en hauteur, pour éviter une crue subite. C'est la saison sèche, mais on ne sait jamais. L'eau permet de se laver, de faire la cuisine et surtout d'améliorer l'ordinaire. Ce n'est plus comme autrefois. Avant, c'était trop facile de pêcher. Les écrevisses, c'est fini. Alors qu'autrefois, waouh! Les quantités de poissons ont diminué et je ne sais pas combien on va en attraper. Tewet est un Dayak. C'est ainsi qu'on appelle les autochtones de la grande forêt et des rivières de Bornéo. Il a appris en même temps à marcher, à pagayer et à pêcher. Ses ancêtres peu nombreux ont vécu en harmonie avec une nature qui semblait inépuisable. Tewet et Ham m'ont parlé d'une grotte au nom évocateur, Gwasungai, la grotte de la rivière. Autrefois, des hirondelles y nichaient. Ils veulent voir si elles sont revenues. Dès l'entrée, première surprise. Voici le gardien de la grotte. Ce serpent de 3 mètres de long capture au vol dans le noir chauve-souris ou hirondelle. C'est une couleuvre, mais ses morsures sont redoutées. Elles cicatrisent mal. Ce n'est pas la seule surprise de la grotte. Comme son nom l'indique, cette grotte est parcourue par un ruisseau actif en saison des pluies. C'est l'eau qui dissout le calcaire et façonne en le restituant ses concrétions foisonnantes et ses bassins suspendus. N'est-ce pas un esprit malfaisant qui a été changé en pierre? Il n'est pas étonnant que les autochtones de l'île aient toujours noué des relations complexes faites d'attirance et de répulsion avec le monde souterrain. Ici, toute une faune souterraine vit dans le noir le plus absolu. L'intérêt économique a poussé les chasseurs de nids d'hirondelles à surmonter leurs craintes. Mais il n'y reste que le temps nécessaire à leurs occupations. Tewet, lui, est un vrai spéléologue. La curiosité le pousse à explorer, l'œil toujours aux aguets. Ici, il ne trouvera ni hirondelles ni peinture. Rien qu'une forte colonie de chauves-souris.
Et les deux espèces ne cohabitent pas. Oh là là, il y a plein d'arêtes. Fais-le croustillant. On va se régaler. Pas assez cuit, ça. Demain, on va peut-être devoir marcher. La rivière est trop basse. Ça va être difficile sur l'eau. On partira tôt le matin, à 7 ou 8 heures. Troisième jour. Nous quittons le Bengalon pour un affluent d'eau claire qui porte le même nom que la montagne, Marang. C'est la clé pour pénétrer le territoire de Tewet. Elle draine une forêt aujourd'hui préservée où peu de gens s'aventurent. À partir de là, nous ne pouvons plus compter que sur nous-mêmes. Sur les cartes, la rivière n'existe pas, masquée par la végétation. Mais Tewet n'a jamais eu besoin de cartes. Les lieux sont inscrits dans sa mémoire, transmis de génération en génération. Les hommes et le matériel souffrent entre les rochers et les rapides. Et les ennuis mécaniques se font de plus en plus nombreux. Allons-nous gagner notre pari? Atteindre la source en pirogue, exploit que Tewet n'a réalisé qu'une seule fois auparavant. La légende disait que des esprits maléfiques hantaient ces lieux. Aujourd'hui, il n'y a rien à craindre. Le vacarme des moteurs chasse les démons. Je n'y croyais plus. Et pourtant, nous atteignions la source de la Marang. La rivière sort d'une grotte. C'est une résurgence, l'endroit où une rivière souterraine sort au grand jour. Allez, on rentre dans la grotte. On traverse jusqu'à Sedepan. On suit la rivière. À deux. Cette rivière s'enfonce sous terre de l'autre côté de la montagne. Ses eaux ont une couleur unique dans la région, colorée par des oxydes de fer. Tewet a été le premier à faire le lien dans les années 60. À l'époque, il avait baptisé la rivière et la montagne du même nom, Marang, qui signifie doré en Dayak Bassap. À présent, notre progression se fera à pied sur l'itinéraire couvert par les chasseurs de nid, en franchissant un col, jusqu'à la grotte géante de Sedepan, l'endroit même où la rivière pénètre dans la montagne. C'est le prochain objectif de notre expédition. Est-ce le fait d'approcher Sedepan qui met Tewet en veine de confidence,
Il se rappelle ses aventures de jeunesse. Quand on avait trouvé une grotte, on y passait la nuit. Et le lendemain, on poursuivait plus loin notre recherche. En général, on était 3 ou 5 hommes. On emportait toute la nourriture, on la répartissait équitablement. Cela dépendait de combien de jours on devait survivre. On emportait également de l'eau. Chacun devait porter 5 litres. Quand il n'y en avait plus, on devait redescendre et on recommençait. Ham est le fils spirituel de Tewet. Et pourtant, tout les sépare. Il est venu dans la région il y a 20 ans pour payer les études de son fils, et il y est resté. Attention! C'est un solitaire, quand Tewet chasse en bande. J'ai fait sa connaissance peu après Tewet, et il n'a jamais loupé une de mes missions. Prévenu par je ne sais quel tam-tam de la forêt. J'utilise des jumelles. On peut voir loin. Je venais souvent ici. Pourquoi faire? Pour repérer les hirondelles. Tu n'as pas peur de grimper tout seul dans ces montagnes? Oh non, parce que j'ai l'habitude de grimper dans les montagnes. J'ai l'habitude d'être seul dans la forêt. C'est ma passion, ces montagnes, en dents de scie. Tu n'es pas fatigué de faire ce travail? Oui, maintenant ça me fatigue. Parce que c'est ennuyeux. C'est devenu ennuyeux maintenant. Maintenant que les revenus sont en baisse. Pour vivre maintenant, il va falloir trouver autre chose. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas trouvé d'alternative. Je cherche, mais je n'ai pas encore trouvé la solution. Nous partons avec le strict minimum. Il faut toute la science ancestrale des Dayaks pour retrouver les sentiers avalés par la végétation, s'orienter dans ce paysage de pitons, de crevasses, de vallées qui ne mènent nulle part. Après 2 jours de marche, nous retrouvons les eaux dorées de la Marangue. Il n'y a qu'à les suivre pour arriver à la grotte de Sedepan. Autrefois, les grottes étaient un droit à vie, comme la grotte de Sedepan. C'est moi qui l'ai découverte. Elle rapporte toujours, mais je ne l'ai plus. L'administration l'a saisie. Voici enfin la grotte de Sedepan. Rien de bien accueillant devant cette petite cité fortifiée. Des gardiens armés sont même là pour protéger la grotte des convoitises. Ces dernières années, plusieurs attaques de pillards ont fait au moins 1 mort parmi les assaillants. C'est moi! C'est Ham! Ham, suivi de Tewet!
Une fois la grotte saisie par l'administration, elle y a installé les gardiens et vend la récolte aux enchères. Il y avait trop d'argent en jeu pour que les politiciens ne s'en mêlent pas. Isolés dans leur citadelle, les gardiens n'ont pas une vie facile. Ils s'ennuient ferme en attendant un ennemi improbable. Toté est le contremaître de la grotte depuis 7 ans. Il ne voit sa famille et ses 2 enfants que quelques jours tous les 2 mois. Oui, c'est difficile de vivre dans les montagnes. Mais c'est un peu la lutte pour la survie. Pour faire vivre la famille. C'est pour ça qu'on continue de le faire. Ma femme et mes enfants ont besoin de manger. C'est la responsabilité du mari. Le boss explique que comme la production et les prix des nids ont baissé, il a dû diminuer tous les salaires. Quoi? La grotte m'a épuisé. Ah, tu sors à l'instant? Oui, on sort juste. L'ambiance chez les gardiens n'a rien à voir avec celle que j'ai vue il y a 15 ans, à ma première visite. La récolte battait alors son plein. Les paniers se remplissaient de nids. L'argent coulait à flot. En 1994, Sedepan était pleine de nids. À cette époque, on produisait plus ou moins 100 kilos. Maintenant, tout ça a beaucoup diminué. Vraiment, à cette époque, c'était incroyable. Il y avait du mouvement. Une fois, je suis entré dans la grotte avec mon père. C'était comme une guerre. Certains nous menaçaient avec des lances. C'était le foutoir. Des gens nageaient dans la rivière. Faisant exception à la règle, Toté accepte de nous montrer l'état des colonies dans la zone interdite de Sedepan. Notre explorateur retrouve les grandes galeries parcourues dans sa jeunesse. Le réseau souterrain est complexe, fait de branches superposées, totalisant 7 km de développement. Ce qui a ruiné la grotte de Sedepan, c'est le feu de forêt. La fumée est entrée dans la grotte Elle est rentrée. et a stagné à l'intérieur, qui était alors noir de fumée. Les unes sont mortes, les autres ont déménagé. En conséquence, très vite, les nids ont commencé à décroître en nombre. Décroître, jusqu'à maintenant. À la dernière récolte, nous n'avons pas atteint les 30 kilos. Ces images datent de l'âge d'or de Sedepan, avant le grand incendie de 1997. En 15 mois, le quart de Bornéo est parti en fumée. On y voit le pillage systématique des nids, même ceux où les mères couvaient les œufs. Parfois, si on en trouve, on les mange, comme ça. C'est bon pour la santé, mister, quand on les gobe. Ce travail avait duré 4 jours, pour une récolte de 110 kilos, l'équivalent de 36 000 €. En quelques minutes, dans cette seule galerie, ils avaient rempli facilement un sac de 2 kilos. Une surexploitation quasi industrielle dont il était facile de prévoir le résultat. La demande en nid ne cesse de croître. Les prix sont en conséquence. Les sachets de 250 grammes sont vendus 1 000 € pièce dans les aéroports.
La première fois, on n'est pas allé très loin dans la grotte. On n'avait pas encore de lampe électrique. On utilisait des bougies, une par personne. On n'a pu profiter des nids de cette grotte que 2 ans. Il n'y a plus que 3 grottes gardées comme Sédépan, quand elles étaient plusieurs dizaines il y a 10 ans. Si je comprends bien, pour les gardiens, la chute des nids s'explique uniquement par le grand incendie et non la surexploitation. Notre enquête continue avec une grotte qui appartient à Tewet et qu'il a réussi à exploiter en cachette de l'administration. C'est Ham qui, dans ses tournées solitaires, récolte pour Tewet. Comme ce sont des nids blancs, 10 fois plus chers que les nids noirs de Sédépan, cela vaut bien un petit détour. Au bout de 800 mètres de progression, voici enfin l'emplacement de la colonie des Salanganes à nids blancs. La dernière récolte a livré une vingtaine de nids. Oh là là. Oh, la colonie est épuisée. Oui, c'était la dernière colonie. Oh, c'est fini. Autrefois, nous avions toujours des nids ici. Maintenant, c'est quasi vide. D'habitude, on ramassait 200 à 300 nids. Le nid ne devrait pas être comme ça. Il devrait être tout blanc, comme là. Il devrait être plus grand, avoir 2 doigts de largeur. Si on récolte avant l'envol, il n'y aura pas de descendance. Il n'y a plus que les oiseaux âgés pour fabriquer des nids. Peut-être que c'est comme nous. Les vieux ne peuvent plus faire d'enfants. Peut-être que d'ici 2 ans, ce sera fini. On doit trouver un autre moyen pour vivre. D'abord, la forêt a brûlé. Ensuite, trop de gens ont ramassé les nids, les prenant alors qu'ils ne sont même pas achevés. Nous sommes tous malades de ça. Pour vivre, on devrait peut-être faire des plantations. Ça demande des capitaux. Au moins, on ne serait plus dépendant des nids. La prise de conscience et le désarroi de mes amis me touchent. N'y a-t-il donc aucune alternative? Aucune solution pour continuer le mode de vie ancestral dans les monts Marang? Sur le chemin du retour, je propose à Tewet de rencontrer au village le chef traditionnel, car j'ai quelques questions à lui poser. Attention! Ne pas tomber! Ne pas embarquer d'eau! Arrivés sur le grand fleuve, nous dépassons de drôles d'embarcations chargées jusqu'à la gueule de bois, débitées en planches et en chevrons. Cela n'a rien à voir avec le trafic dense que j'ai pu voir sur le fleuve il y a 15 ans. Les trains de bois flottés se succédaient à la queue leu-leu jusqu'aux scieries de Bengalon, propriété d'Indonésiens d'origine chinoise. Quel est le prix du mètre cube? 40. 40 quoi? 40 euros? Pour un mètre cube? Oui.
40 € le mètre cube, soit 11 fois moins que le cours mondial de l'époque pour le Méranti, dont on fait les meilleurs contreplaqués. Une saignée à vif de la forêt tropicale, et pour des revenus ridiculement bas. Ils en font quoi de ce bois? Pour faire des meubles, des maisons. Où ça part? À l'export, vers Java. Et ça, c'était il y a 15 ans. Depuis, la législation forestière a évolué en Indonésie, si l'on en croit les annonces officielles. Mes amis ont compris mes doutes. Oung, notre piroguier, arrête d'autorité la pirogue devant un campement. Il m'explique que cette cabane est la sienne, et il prépare le repas de midi. On va manger des nouilles minutes. À table. Je ne comprends pas bien où je suis. Am et Tewet m'entraînent alors sur un chemin dégagé. Plus de doute, nous sommes dans une exploitation forestière. Tewet a l'air un peu gêné. Il minimise l'exploitation. Ici, ils prennent juste les arbres qu'il faut. Ceux qui sont utiles. Pas les arbres petits comme eux. Mais peut-être qu'un jour, il n'y aura plus d'arbres ici. Comment faire? C'est pas encore fini. Quand c'est pour un usage local, c'est suffisant. Maintenant, il n'y a plus de bateaux qui les transportent à l'étranger. Non, il n'y en a plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de permis d'exportation. Pour l'étranger, ce n'est pas possible. C'est juste pour l'usage des villageois, rien d'autre. La bonne nouvelle, c'est cette interdiction d'exportation du bois. Elle limite de fait les exploitations industrielles trop criantes. Et même si je n'aime pas voir un arbre de la forêt martyrisé par une tronçonneuse, on ne peut oublier que depuis toujours, les Dawaks ont coupé les arbres dont ils avaient besoin pour construire maisons ou bateaux. On pourrait imaginer une gestion raisonnée de la forêt pour continuer à en vivre sans l'épuiser. Tu construis ta maison? Non, c'est pour mon frère. Tu es un ouvrier? Je suis juste un ouvrier. Une maison en bois dans ce climat hyper humide, ça vieillit vite. Tewet m'emmène voir le chef traditionnel du village. Pa Hakim confirme mes inquiétudes. Il n'y a pas que la disparition des hirondelles qui met en danger la communauté. Les bonnes terres ont été prises. Comment allons-nous vivre? Pour les jardins, tout est pris. C'est fini. Avant, pour chasser les animaux, on n'allait pas très loin. Il y avait des cerfs. Maintenant, il n'y a plus rien, depuis qu'il y a des palmiers à huile. Toute la forêt de mangrove est devenue du palmier à huile. Ce n'est pas bon. Ça détruit la forêt. J'ai voulu retrouver ce coin de forêt que j'avais photographié dans les brumes du petit matin il y a 18 ans. Lui aussi est devenu un désert planté de palmiers, boosté aux engrais chimiques et autres herbicides. Mais le pire est à venir. Ces mines de charbon à ciel ouvert bouleversent le sol sur 50 mètres de profondeur et se rapprochent des monts Marang. En ville, des bâtiments aveugles. À la verticale, des nuées d'oiseaux. Des financiers investissent dans ces ersatz de grottes ou fermes hirondelles, où se produisent désormais les nids. Voilà le futur que l'Indonésie réserve à sa vie sauvage. Nous sommes très préoccupés par cela. Ça fait longtemps que le charbon est exploité par la compagnie. Et c'est pareil pour les palmiers à huile. Mais nous devons penser aussi à ce qui reste de notre forêt. N'y a-t-il pas un espoir? Un avenir meilleur pour la communauté? J'étouffe au village.
Nous repartons avec Am et Tewet vers un coin de forêt primaire, blotti au pied des monts Marang. Ne comptez pas sur moi pour vous dire où elle se trouve. Notre objectif est une grotte secrète, perchée dans des falaises masquées par la végétation, où Tewet veille sur un autre trésor. En chemin, nous allons faire un inventaire rapide de ce paradis de la biodiversité. Il y a 12 ans, j'y ai fait une rencontre inoubliable. Un chat du Bengale, animal nocturne, pris dans un piège de chasse. Tu peux couper la corde? Même Tewet n'en avait jamais vu vivant. Il va où? Il va s'enfuir. Je ne vois pas de ginseng. D'habitude, il y en a plein sur le bord du sentier. Pour un initié comme Tewet, cette forêt, c'est une armoire à pharmacie. Autrefois, celle-là, les gens l'utilisaient pour nourrir les cheveux. De la médecine naturelle pour les femmes, pour embellir les cheveux. Une raison de plus de protéger cette forêt où se cachent des médicaments inconnus de la médecine moderne. Tout de même, Tewet, botaniste et tradit praticien. Décidément, cet homme n'arrête pas de m'étonner. C'est un médicament pour quand on vomit du sang. Les feuilles ont des nervures, une face est verte, l'autre est rouge. Celle avec des épines, c'est pas un médicament. Oui, ça sert pour faire la sauce. Oui, on peut manger les feuilles. Elle s'appelle Kambat Utan. La bonne sent bon. Elle est parfumée. On appelle cette plante Jurumetaki. On écrase les feuilles et quand c'est une purée, on applique sur la blessure. Du coup, je demande à Tewet s'il a quelque chose pour mon dos. La réponse ne se fait pas attendre. La liane bankite, c'est un médicament contre les lumbagos. Vous devez l'infuser et puis boire. Le soir même, je l'ai essayé, avec succès. Un peu amer quand même. Ah oui, il y a des galets. C'est une pierre à aiguiser. Ça marche bien, ces pierres naturelles. C'est comme ça que faisaient les anciens. Hier soir, au bivouac, j'ai demandé à Am s'il savait où trouver des orang-outans. Am a l'air sûr de lui, mais nous tournons en rond depuis 1 heure. Il utilise tous les artifices du chasseur. Rien à faire. Voici un nid. Abandonné, mais pas depuis longtemps, me chuchote-t-il. Orang-outan signifie homme des bois en indonésien. Ce grand singe sans queue n'existe qu'à Bornéo et à Sumatra.
Son espèce est en danger. Je suis heureux que quelques individus puissent trouver dans cette forêt isolée des Montmarang un havre de paix. Mais tous les autres... La pente est raide, quasiment verticale. À son âge, c'est une sacrée performance, mais Tewet est motivé. 100 mètres plus haut, se trouve dans une grotte ce fameux trésor. Un trésor qui, lui, ne se mange pas et qui pourrait offrir une seconde chance à sa communauté. Il est inquiet pour son trésor, qu'il sait fragile. Dès le premier coup d'œil, le voici rassuré. Ouais, elles sont là. Voilà les peintures. Cela ressemble à des formes animales. Cette main est plus grande que la nôtre. Il y a 5 doigts comme nous, mais elle est plus grande. Peut-être que cet homme était plus grand, plus costaud que nous. C'est étrange pour nous. C'était en 1964. On cherchait juste des nids d'hirondelles. À l'époque, on n'a pas fait attention à ces peintures de main. Quand nous avons rencontré Tewet il y a 15 ans, avec mon équipe d'archéologues, il nous a guidés vers cette grotte. Ça c'est marrant, il y en a des rouges, il y en a des rouges et marrons là. T'as vu? Et avec une bande aussi. Là aussi, il y en a encore. Ah, tiens, comme on va se là-bas. On retrouve les lignes aussi, regarde là. Regarde là-bas, regarde ça ici, aussi les tatouages là. C'est la plus belle des 35 grottes ornées que nous avons découvertes et étudiées à Bornéo. Regarde là, c'est génial là. Il y a une sorte de petit lézard là. Un petit lézard aussi. Oh, non, il y a une cinquantaine, hein, au moins. Il y en a partout, hein, sur tout le plafond, il est peint. En hommage, je l'avais appelé Guatewet. Regardez, les peintures continuent jusqu'ici. Attends, mais c'est incroyable, là, ça fait la communième là. C'est la 11e grotte. C'est la 11e grotte. Là, il y a un paquet fou. 31, 32. 32 là-dedans, donc 30, 60 et centaines. Ouais, en fait, cette technique de relevé est évidemment pas une technique d'une précision micrométrique. Mais elle est adaptée aux conditions de terrain, à l'isolement des grottes, au fait qu'on y reste 2 jours, 3 jours maximum, alors qu'il faudrait rester 3 mois pour faire un relevé parfait. Mais ça me permet d'avoir les dimensions exactes des peintures et de reconstituer après sur ordinateur à partir d'une série impressionnante de photos. Ces peintures, uniques au monde, auraient plus de 10 000 ans et une importance patrimoniale mondiale. Nous avons à l'époque incité Tewet à les protéger, dans l'espoir qu'un jour, des touristes amateurs d'aventure viennent les admirer. Grâce aux découvertes archéologiques, le gouvernement indonésien a déjà classé les Montmarang en réserve naturelle. Un vaste parc national est en cours de création qui va englober la forêt profonde, les grottes et toutes les montagnes calcaires de la région. J'ai peur que nous perdions cet héritage du passé. Nous devons le surveiller et nous devons bien le gérer. Nous avons à sauvegarder les vestiges pour assurer notre futur. J'espère que cela existera encore pour nos petits-enfants et puisse devenir un bon business et créer une bonne coopération avec les touristes. Je suis prêt à m'investir dans ce projet, vraiment. J'espère qu'avec ce trésor, Tewet et sa communauté sauront prendre un nouveau départ, en ouvrant les portes de leur paradis à des petits groupes d'amateurs d'aventures respectueuses, et ainsi conserver leur mode de vie dans les montagnes et les grottes de leurs ancêtres.